Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le président du réseau d'ONG dénommé Social Watch Bénin. Monsieur Gustave Assa est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir fait cette possibilité. Salut à Africa 24 aussi. En tout cas, c'est notre devoir. Social Watch Bénin. D'abord, Social Watch, ça veut dire quoi concrètement? Le réseau Social Watch Bénin, après le sommet sur le développement de Copenhague, a été l'occasion pour la plupart des chefs d'État et de gouvernement de prendre l'engagement de faire le suivi des objectifs du millénaire pour le développement. À partir de là, les réseaux d'acteurs qui étaient là se sont donnés comme objectif de watcher, c'est-à-dire de faire le suivi de ces résultats, de ces indicateurs, de tout ce qui pouvait apporter les transformations dans la plupart de nos pays. Quel est le mode de fonctionnement? Nous opérons à travers un instrument qui est cher pour nous, le contrôle citoyen de l'action publique. Le contrôle citoyen de l'action publique a des outils à partir desquels nous faisons ces évaluations. C'est le budget participatif, c'est l'évaluation citoyenne, c'est les audits que nous réalisons au niveau de ces communautés, mais en même temps, ce qui nous permet de faire les évaluations citoyennes autant que faire ce. Mais de plus en plus, on entend des citoyens décrier les politiques publiques qui sont appliquées aujourd'hui et estiment que ces politiques publiques, peut-être mal pensées ou bien mal appliquées, sont à l'origine des difficultés quotidiennes qui sont les leurs. Alors quand on a quand même une superstructure comme ça qui fait l'évaluation, qui fait le suivi, qu'est-ce que vous répondez à ces citoyens? Ceux qui s'en plaignent d'une manière ou d'une autre ont des raisons de s'en plaindre. C'est qu'ils n'ont pas été associés. Ils n'ont pas certainement été associés, mais en fait, ils voient ça pas de la même manière que nous, parce qu'ils sont aussi dans une forme de suivi. Mais c'est eux qui les bénéficiaires, c'est eux qui doivent être prioritaires, non? Absolument. Les bénéficiaires sont aussi, autant que faire se peut, associés à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de la décentralisation, il y a un mécanisme qui permet aujourd'hui aux maires, aux élus locaux, d'être acteurs de leur propre développement, d'être des artisans de développement au niveau local. Est-ce qu'il vous arrive quand même de rejeter complètement une politique publique? En réalité, dans le suivi de cette politique, nous avons eu des cas où nous avons déploré soit le mécanisme de financement, soit le mécanisme de mise en œuvre. Parce qu'en réalité, lorsque je prends par exemple la politique d'électrification rurale, il est prévu un certain nombre de poteaux électriques par village et par commune, par exemple. Il ne suffit pas de passer sous le couvert, par exemple, des élections qui arrivent pour annoncer qu'il va y avoir électrification du village. Quand on dit électrification, c'est tout un ensemble, c'est tout un système. Il y a d'abord les poteaux, il y a les fils, il y a le courant qui va venir. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on a mis seulement les poteaux électriques, on va faire le lancement des poteaux électriques, mais sans jamais d'électricité, nous dénonçons. Donc, c'est des poteaux électoraux, comme on le dit. C'est des poteaux électoraux, comme certains le disent en réalité. Et là, nous avons affaire à un gouvernement qui se responsabilise sur la base de nos revendications, sur la base de nos remarques. Et ça fait partie donc des échanges. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que le développement est en marche? Il y a beaucoup de réformes qui facilitent le développement. Parce que vous prenez par exemple le développement conduit par les communautés. Ça fait longtemps que les communautés n'ont pas la possibilité de conduire les projets. Mais le verrou a été enlevé au niveau de l'Assemblée et la loi a été votée pour permettre aux communautés de conduire. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Lorsqu'on en vient maintenant à la réalisation des infrastructures, on a fait un bond important au niveau de la réalisation des infrastructures. Cependant, ce que nous observons aujourd'hui, le niveau de développement que nous observons aujourd'hui, c'est pourquoi nous, notre revendication est claire. Nous avons affaire à un gouvernement qui peut faire mieux, qui peut faire au-delà de ce que nous avons. Mais quand on écoute les populations, c'est tout un autre discours. Carrément, c'est un peu, quand on écoute les populations aujourd'hui, quand on sillonne un peu le Bénin, surtout Cotonou, on a comme l'impression que rien n'est fait et il n'y a que des coups de gueule, il n'y a que des cris de cœur, comme si rien n'a été pris en compte. Non, cela s'explique et ça se comprend. Quand vous avez hérité d'un gouvernement avec 51%, figurez-vous que les 49% d'insatisfaits, s'ils ne savent pas faire, vont rester insatisfaits. Mais au-delà de ça, il n'y a que dans les 51%, tout n'est pas toujours bien. Et c'est ce qu'on reproche à ce gouvernement. En réalité, lorsque vous prenez un certain nombre de chantiers de réalisation, vous prenez par exemple la route Cotonou-Ouidah par exemple, ce n'est pas normal qu'on admette sur ce chantier plus de 10 mois, 11 mois, 12 mois, 24 mois, qu'on fasse passation de marché aux adjudicataires et que le marché reste insatisfaisant pour tous ceux qui aujourd'hui font des coups de gueule sur ce chemin ont raison. Combien de véhicules sont gâtés? Combien de grossesses sont parties en l'air parce que la route là, avec les déviations,
chaotique, avec des difficultés, ils vont se plaindre. En fait, il s'agit pour nous de faire l'observation que le tout ne suffit pas d'avoir des ressources pour le développement, le tout ne suffit pas de réaliser un certain nombre d'infrastructures. Nous sommes insatisfaits sur la durabilité du projet et des programmes qui sont implémentés par le présent gouvernement. Et la preuve, c'est qu'au-delà de ça, c'est qu'il y a encore des nids de corruption qui tapissent les ombres. Vous avez une plateforme dénommée Témoin Kounou-Détor pour la transparence et la crédibilité des marchés publics au Bénin. Oui, oui. Et pour cela, vous avez demandé quand même aux citoyens de vous contacter pour vous signaler des cas par SMS ou par mail. Alors, quel bilan faites-vous de cette opération? Nous voulons d'abord remercier Osiwa qui nous en a donné l'opportunité pour pouvoir aujourd'hui réaliser ce que nous avons appelé la gouvernance des marchés publics au Bénin. Et c'est les citoyens au cœur des marchés publics. Ça veut dire en réalité, pourquoi passe-t-on des marchés aujourd'hui, il y a encore des grincements dedans? Pourquoi passe-t-on des marchés, on ne réalise jamais ces marchés? Pourquoi passe-t-on des marchés avec des éléphants blancs encore dans la plupart de nos pays au XXIe siècle? Alors répondez maintenant à la question. Je vais répondre à votre question Oui. pour vous dire en réalité que nous avons souhaité que les citoyens s'imprègnent des réalités. Et s'il y a des plaintes, à quelque niveau que ce soit, que nous, organisations de la société civile, nous soyons aussi saisis au même titre que ceux qui passent les marchés. Mais est-ce que les citoyens la démarche, s'ils adhèrent à cette démarche-là de dénonciation? Absolument, les citoyens, la dénonciation, regardez seulement les coups de gueule qui sont au niveau des différentes radios, mais ça va au niveau de la radio, ça s'en va et ça échoue quelque part. Personne ne s'en saisit, c'est pourquoi la société civile s'est proposée de se saisir de ces niveaux. Alors quand vous êtes saisi, vous faites comment? Nous avons l'ANLC qui aujourd'hui se charge donc de gérer la plupart des situations liées à la corruption et qui comment on appelle, les institutions qui sont aussi chargées de gérer la plupart de ces plaintes et de se plaindre encore au gouvernant, aux juges pour pouvoir s'en saisir et régler les situations en tant que telles. Vous avez aussi invité d'ailleurs les populations institutions républicaines pour des élections transparentes et apaisées. Nous traversons une zone de turbulence assez remarquable pour les prochaines élections. Et aussi avec la polémique générée par la confession de la liste électorale. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Cela s'explique par le fait que nous naviguons autour d'un flou terrible. Nous naviguons autour donc des situations qui vont peut-être entraîner des vides juridiques à ne pas en finir. Et lorsqu'on engendre le premier vide juridique, cela est compliqué. Heureusement qu'on a dû reporter les élections communales pour pouvoir rester dans le délai constitutionnel pour les élections législatives. Ce qui fait que lorsque ce vide juridique n'est pas observé, les autres étapes peuvent être valablement comment on appelle, atteintes. C'est pour ça que nous avons dit, avec les turbulences autour de la liste électorale, des déclarations n'est pas en fini, des contestations de cette liste, même le souhait ou le désir de retourner à la liste de 2011, nous sommes inquiets. Parce que retourner à la liste de 2011, ça veut dire qu'il y a des citoyens qui ne vont pas voter, il y a des citoyens qui ne pourront pas avoir leur droit de vote pris en compte, oui. Pris en compte, n'est-ce pas? Et ça va être un certain nombre de problèmes. Et quand il y a assez de turbulences comme ça, là, la situation peut être complètement chaotique. Il peut y avoir véritablement une situation qu'on ne pourra pas vivre. C'est pour ça que nous avons souhaité que, dans les déclarations, que les protagonistes se respectent. 2, que les institutions en charge de l'organisation des élections prennent leurs responsabilités. 3, que la Cour constitutionnelle situe les niveaux de responsabilité pour prendre aussi la mesure, ce qui a été fait d'ailleurs, de ces responsabilités. Mais avant ça, on avait même demandé, quand le gouvernement hésitait sur les niveaux de financement qu'il faut, Social Watch a demandé que le gouvernement sorte un calendrier de financement qui permette aux uns et aux autres de savoir à quel niveau le problème se trouve. Si c'est au niveau de COSLEPI, nous avons interpellé COSLEPI aussi, chargé donc de l'organisation et la sortie de la liste effective. Nous avons demandé que COSLEPI joue pleinement son rôle. Le dépôt des candidatures pour les élections législatives est déjà clôturé. Tout à fait. Est-ce qu'en regardant tout ce qui s'est passé là où on se retrouve aujourd'hui, est-ce que l'horizon est clair pour vous? Plus ou moins, parce que des étapes sont franchies quand même. 1, les dates sont respectées. 2, les listes ont été sur le site, sur Internet, et les gens ont fait des réclamations. La Sénat qui a commencé par jouer son rôle déjà aussi. Donc la récréation est vraiment terminée. La récréation est en train de terminer. Dernière question dans cette émission. Vous opérez en tant que société civile dans l'évaluation des politiques publiques et le suivi également, mais vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres également à l'échelle nationale qui font le même travail, même à l'échelle internationale. Je vais parler par exemple du mécanisme d'évaluation par les pairs, le MAEP. Mais je me demande
Où se situent les limites entre les différentes organisations de la société civile? Ce qu'on a de commun, c'est qu'en réalité, on utilise cet instrument-là de contrôle citoyen de l'action publique. Et dans le mécanisme d'évaluation par les pairs, il y a le suivi d'impact. Africain, oui. Oui, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il y a le suivi d'impact qui s'opère aussi. Il y a les mécanismes, les réformes qui sont mises en place. Est-ce que ces mécanismes-là sont respectueux des mœurs, de la gouvernance? Ce que nous avons de commun, comme je l'ai dit, c'est les évaluations. Nous, au niveau de la société civile, nous sortons des rapports alternatifs que nous mettons à la disposition de l'État. Nous avons des rencontres régulières où nous mettons ensemble aussi ce type d'évaluation. La finalité, c'est quoi? C'est qu'on puisse impacter les projets de développement pour la réduction de la pauvreté. Merci beaucoup, M. Gustave Ansah. C'est tout à votre honneur pour le travail qui est fait et pour le bonheur des populations béninoises. Et on vous souhaite davantage de succès par rapport à cela. C'est le peuple béninois et le pays même qui en sort grandi. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour nous d'éclairer, de vous entendre éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, surtout qu'on est à la veille de grandes échéances qui peuvent impacter l'avenir du pays. En tout cas, on aura l'occasion de revenir vers vous au besoin pour refaire le point, pour voir si les clignotants qui étaient au vert ou qui étaient en orange sont demeurés en orange, mais ils sont passés au rouge. En tout cas, on ne le souhaite pas. Merci beaucoup. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.